À la une de l'actualité, après de nouveaux meurtriers dans le sud-est de la République démocratique du Congo, le gouverneur du Tanganyika a appelé au calme ce jeudi. Le Premier ministre canadien Justin Trudeau, en visite au Libéria ce jeudi, a notamment appelé à continuer de soutenir le pays en vue des élections législatives et présidentielles de l'année prochaine. Et puis la police nigériane a été accusée par Amnesty International d'être responsable de la mort d'au moins 150 militants indépendantistes pro-Biafra. Merci de toujours préférer Sika TV pour vous informer. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. En République démocratique du Congo, après de nouveaux affrontements interethniques meurtriers à Tanganyika, le gouverneur de cette province du sud-est du pays a appelé au calme ce jeudi. À Kalemi, capitale du Tanganyika, à partir de Lumumbashi, la grande ville du sud-est de la République démocratique du Congo, Richard Ngoyi Kitamala, a reconnu qu'il y avait régulièrement des affrontements sporadiques entre Pygmées et Bantous dans la région, mais il a qualifié de rumeurs les informations sur une tuerie à Mswaki. Mercredi dernier, le colonel Félix Prosper Bassé, porte-parole de la mission de l'ONU en République démocratique du Congo, avait indiqué avoir reçu des informations non confirmées sur une attaque de Pygmées qui aurait fait 30 morts dans cette localité située à quelques 70 km à l'ouest de Kalemi. Depuis décembre 2013, le Tanganyika est le théâtre d'affrontements récurrents entre Luba et Pygmées de l'ethnie Toua. En Tunisie, il y a un an, 12 agents de la sécurité présidentielle ont été tués en plein cœur de la capitale dans un attentat suicide revendiqué par le groupe extrémiste État islamique. Ce jeudi, un hommage officiel leur a été rendu. Les images. Nous voulons continuer à présenter nos condoléances aux familles des martyrs et leur dire que leurs enfants, les enfants de la nation, l'État doit être au niveau de ses responsabilités envers eux. C'est ce qu'a déclaré ce jeudi à la presse le président égyptien Béji Caïd Essebsi. En matinée, il a notamment inauguré à la caserne de la sécurité présidentielle à Gamarf, dans la banlieue de Tunis, un mémorial représentant 3 agents des unités spéciales armes à la main. Des gerbes de fleurs ont été déposées près des 12 sculptures représentant les portraits des victimes en présence de leurs familles. 12 coups de fusil ont également été tirés et le chef de l'État a allumé 2 vasques à l'aide d'un flambeau ayant effectué le trajet plus tôt en matinée entre le site de l'attentat et le mémorial distant d'une vingtaine de kilomètres. L'attentat du 24 novembre 2015, survenu quelques mois après les attaques sanglantes du musée du Bardo et de Sousse, qui avait fait 60 morts au total, dont 59 touristes étrangers, avait visé un bus de la sécurité présidentielle à quelques centaines de mètres à peine du ministère de l'Intérieur. Il avait été par la suite revendiqué par l'État islamique. Réinstauré le soir même du 24 novembre, l'état d'urgence est par ailleurs toujours en vigueur sur l'ensemble du territoire tunisien un an après. Restons dans ce même registre. 5 militaires maliens ont été tués ce dimanche dans une attaque attribuée à de présumés djihadistes pendant les élections municipales. Les 5 soldats ont été inhumés ce mercredi à Sévaré, dans le nord du pays. Retour en images sur cette cérémonie à travers cet élément. Tombé dans la nuit de dimanche à lundi dernier, dans une embuscade mortelle dans la localité de Dili, les corps des 5 soldats des forces armées du Mali sont arrivés mercredi à Sévaré. Les plus hautes autorités du pays et surtout les familles sont venues s'incliner sur les dépouilles de ces soldats de la paix tombés au champ d'honneur. Ils sont inhumés ce mercredi même au cimetière de Sévaré, dans le nord du pays. L'embuscade s'est produite alors que le convoi venant du nord se dirigeait vers la localité de Douantza. Confirmant l'information, une source militaire malienne a souligné que les terroristes n'ont pas pu emporter les urnes. Ils voulaient saboter les élections, a estimé cette source. Selon une autre source de sécurité malienne, les assaillants pensaient sans doute trouver dans la sous-préfecture la commission locale de dépouillement des bulletins de vote. Les élections municipales de dimanche, premier scrutin au Mali depuis la présidentielle de 2013, ont été marquées par une participation visiblement faible et de nombreux incidents dans le nord et le centre du pays,
en proie à une instabilité persistante et sous état d'urgence. Je l'annonçais en titre, en visite d'État au Libéria, le Premier ministre canadien a rencontré ce jeudi la présidente Ellen Johnson Sirleaf. Justin Trudeau a notamment appelé à continuer de soutenir le pays en vue des élections législatives et présidentielles de l'année prochaine. Suivons les deux personnalités. Nous comptons faire plus pour soutenir le Libéria durant les élections de l'année prochaine via le Fonds commun du Programme de développement des Nations unies. Nous espérons que ce soutien encouragera tout particulièrement les femmes à participer à la fois en tant qu'électrices et candidates. Le Canada va intensifier son soutien aux femmes de l'ONU pour atteindre l'égalité entre les genres et promouvoir l'émancipation des femmes dans la région. Je voudrais surtout trouver des façons pour que les hommes et les garçons s'expriment, qu'ils soutiennent les femmes de leur famille et leur communauté et qu'ils aident à mettre un terme à la violence qui est une réalité au quotidien pour beaucoup trop de femmes. Le Libéria et le Canada sont des pays amis depuis de très nombreuses années. Et bien que nos propres difficultés aient pu affaiblir les relations que nous avons eues, nous sommes heureux de la visite du Premier ministre Trudeau, que nous considérons comme un nouvel élan pour notre relation et notre partenariat. Du Libéria, rendons-nous au Nigeria où dans un rapport publié ce jeudi, Amnesty International a accusé la police nigériane d'être responsable de la mort d'au moins 150 militants indépendantistes pro-Biafra. Des accusations aussitôt démenties par l'armée nigériane. Les précisions. Accusé par Amnesty International d'avoir tué des centaines de partisans de l'organisation pro-Biafra et d'en avoir blessé plusieurs autres, l'armée nigériane a démenti les faits. Dans un communiqué, elle a déclaré qu'il s'agissait d'une tentative pour ternir sa réputation. Selon Sani Ousmane, porte-parole de l'armée, les militants indépendantistes ont tué 5 policiers lors d'une manifestation en mai où ils ont attaqué des véhicules de la police. Dans son rapport, Amnesty International a affirmé que l'armée nigériane avait dispersé des rassemblements pacifiques en tirant des balles réelles sur des manifestants pro-Biafra. Par ailleurs, Amnesty International a déclaré avoir documenté 87 vidéos, 122 photos et 146 témoignages sur ces événements. Les militants réclamaient l'indépendance du Biafra dans le sud-ouest du Nigeria, où vivent majoritairement les Igbo, un des 3 groupes majoritaires dans le pays. L'ONG a aussi dénoncé des centaines d'arrestations arbitraires d'activistes et des actes de torture durant les violences. Pour mémoire, Amnesty International et d'autres groupes de défense des droits de l'homme ont déjà accusé l'armée nigériane des actions similaires. C'était en décembre 2015 où au moins 350 manifestants musulmans chiites avaient été tués dans la ville de Zaria, au nord du Nigeria. Toujours au Nigeria, en 2014, Boko Haram a capturé la ville de Banki. Située au nord du pays, elle a été récupérée un an plus tard par les forces armées nigérianes alors qu'elle était dans un état de ruine. Les anciens résidents et les personnes déplacées y trouvent aujourd'hui refuge. Quelques personnes s'expriment. Alors que nous fuyions, Boko Haram nous a arrêtés. Ils ont frappé mon mari et l'ont enlevé. Je rêve encore de mon mari. La vie est difficile sans lui. Je n'arrive pas à me défaire de son image. J'étais tout le temps effrayée. Au moins à présent, je me sens en sécurité. Pour l'instant, le problème alarmant que nous constatons dans tous les camps de déplacés internes est l'accès à la nourriture. Les gens n'ont pas su cultiver durant ces 2 dernières années. Ils n'ont toujours pas accès à leur champ de culture et il n'y en a pas. Tous les moyens de subsistance sont perdus. C'est pourquoi nous voyons des taux élevés de malnutrition. Ce journal se poursuit au Bénin. Le président du PVR, entendez, le Parti des valeurs républicaines était hier face aux hommes des médias. Au menu des échanges, les faits d'actualité ayant ces jours-ci retenu l'attention de l'opinion publique. L'hôte Ouenou se dit indigné du mode de gouvernance de l'équipe en place et invite les autorités à plus de discernement dans les prises de décision. Plus de précision avec le président du PVR, l'hôte Ouenou, qui intervient sur des propos recueillis par Joël Yetondi et Juste Donrissou. La démocratie est en danger au Bénin. Parce que les femmes ont voulu marcher avec Wawa Thérèse et ça a été empêché.
Ce état de choses viole l'article 25 de la Constitution. Il y a déjà donc la tranquillité du citoyen béninois qui est mise à mal. L'article 8 de la Constitution qui dit que la personne humaine est inviolable et sacrée est violée. On nous a donné quand même quelques espaces sur nos portails. Avant de casser, il faut nous dédommager. Sans ce préalable-là, on nous casse. Le dossier Socotrac, il y a près de 1000 personnes qu'on envoie au chômage. C'est dangereux. Mais qu'est-ce que vous reprochez à la structure? La justice qui est indépendante rend une décision et dit que l'autre Ouénou est exempt de tout soupçon et qu'il n'y a pas de preuves suffisantes, n'est-ce pas, pour qu'on m'inculpe et qu'on me demande de rentrer chez moi. Et qu'après quelques semaines, on dit, du fait donc de cette décision antérieure, que la juridiction du pays, qui fait partie d'un démembrement à part, autonome, qui fonctionne de façon autonome, rend une autre décision pour dire, du fait de ça, on m'interdit de faire mon commerce. Il faut rétablir à Diavon dans ses droits et cesser de le pourchasser. Le dossier de Sécuriport. Il faut rétablir Sécuriport dans ses droits. Pendant ce temps, en Afrique du Sud, la COSATU, puissante confédération syndicale du pays, soutient désormais le vice-président de l'ANC, Cyril Ramaphosa. Objectif, faire de ce dernier le successeur du président Joseph Jacob Zuma à la tête du Congrès national africain, le parti au pouvoir. Le prochain patron de l'ANC, qui sera choisi fin 2017, prendra les rênes de la nation arc-en-ciel en cas de victoire à la présidentielle de 2019. Âgé de 64 ans, l'actuel vice-président de l'ANC avait échoué en 1999 dans la course à la présidence du parti. Yei, ancien lieu de refuge pour des milliers de Sud-Soudanais, subit des barbaries. L'ONG Human Rights Watch met en garde contre les atrocités commises dans cette ville. L'organisation dit avoir recensé des cas de disparition, de torture et de violences sexuelles perpétrés par les deux parties du conflit. Human Rights Watch a pu documenter qu'en ce moment, il y a de nombreuses atrocités commises contre la population de Yei par le gouvernement, mais aussi par les rebelles. Nous avons pu constater des disparitions, des cas de torture, des personnes en prison dans des conditions déplorables, des viols, des violences sexuelles commis par les deux parties dans le conflit. En particulier, avec ce que les rebelles font, nous avons pu voir dans nos recherches que les personnes de la tribu Denka sont vues comme soutenant le gouvernement et c'est pour ça que dès qu'ils quittent Yei, ils sont attaqués par les rebelles parce que les rebelles encerclent Yei. Donc, dès qu'ils essaient de quitter la ville, les rebelles les retrouvent et les attaquent. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition que j'ai pris du plaisir à vous présenter. Merci de